Je crois que nous avons affaire à des professionnels. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre, la radioactivité. Pour introduire cette vidéo, nous allons voir l'image suivante qui représente des déchets radioactifs. Nous allons nous poser deux questions. La première, qu'est-ce qu'un déchet radioactif? Et la deuxième, comment traiter les déchets radioactifs? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir comment on symbolise un noyau, puis nous verrons la distinction entre les noyaux stables et instables, et enfin nous verrons les différents types de réactions nucléaires. Comment symbolise-t-on un noyau? Donc nous allons d'abord repartir de la symbolisation de l'atome. Vous vous rappelez que l'atome est constitué d'un nuage électronique qui est composé de Z électrons, Z étant le numéro atomique, et d'un noyau au centre qui lui va être constitué de nucléons, et on notera A le nombre de nucléons. Vous vous rappelez que l'électron a une charge négative et les protons ont exactement la même charge mais positive. Et donc pour que l'atome soit neutre, il y aura toujours autant de protons que d'électrons. Parmi les nucléons, donc on a Z protons, et forcément le nombre de neutrons, ça sera donc A moins Z. Je soustrais au nombre de nucléons le nombre de protons et j'obtiens le nombre de neutrons ici. Maintenant, voyons la symbolisation du noyau, puisque pour les réactions nucléaires, seul le noyau va intervenir. Les électrons n'auront aucun effet. Donc voici comment on symbolise un noyau. La lettre X là, ça sera le symbole de l'élément. Et les deux nombres qui seront à gauche du symbole de l'élément, celui en haut, on appelle ça le nombre de nucléons, c'est la lettre A, et Z, donc c'est le nombre d'électrons et de protons, mais là comme on symbolise que le noyau, ce sera le nombre de protons et donc le numéro atomique aussi de l'élément correspondant. Donc en fait la lettre Z, le nombre correspondant à la lettre Z là, et le symbole de l'élément sont redondants puisqu'en fait ils indiquent la même chose, soit on connaît le nombre Z et donc on connaît le symbole de l'élément, ou inversement, connaissant le symbole de l'élément, on peut retrouver le numéro atomique correspondant. Mais comprendre cette symbolisation, nous allons prendre un exemple, l'exemple du carbone 14. Vous voyez déjà quand on donne son nom, on indique là, ici, carbone, ça c'est le nom de l'élément, et 14, ça va être le nombre de nucléons. Voici la symbolisation de ce noyau. Donc le carbone, son symbole c'est C dans la classification périodique, et il a pour numéro atomique 6. Donc dès que je sais que le numéro atomique c'est 6, je sais que j'ai affaire à l'élément carbone. Et là on précise 14, parce qu'en fait ça c'est le nombre de nucléons de ce noyau-là. Donc maintenant si je vous demande de me donner sa composition, ce noyau-là, il y aura donc 6 protons, ça c'est évident, et pour trouver le nombre de neutrons, il suffit de faire le nombre de nucléons moins le nombre de protons, et donc on obtient 8 neutrons. Combien existe-t-il de noyaux différents? Les scientifiques utilisent ce type de diagramme pour représenter tous les noyaux connus. Ils mettent en ordonnée le nombre de neutrons, vous vous rappelez c'était A moins Z, en fonction du nombre de protons. Tous les petits carreaux représentent, chaque petit carreau représente un noyau différent. Donc, si on les comptabilise, il y en a environ 2900 noyaux différents. Parmi ces noyaux, ceux que vous voyez ici représentés en rouge sont des noyaux dits stables. Nous allons voir par la suite la distinction entre noyaux stables et instables. Que signifie qu'un noyau est stable? La définition c'est la suivante, un noyau est stable s'il conserve éternellement sa composition. Dit autrement, ces protons et ces neutrons ne varient pas au cours du temps. Alors vous vous rappelez, pour les atomes d'hydrogène et d'hélium, ils ont été créés juste après le Big Bang. Par contre, de l'hélium jusqu'au fer, ces éléments, et donc ces atomes, ont été créés au cœur d'une étoile. Et si l'étoile est suffisamment massive, à sa fin de vie, elle va exploser, ce qu'on appelle une supernova. Et là, les éléments du fer jusqu'à l'uranium vont être créés. Imaginons que parmi ces éléments créés à ce moment-là, certains sont stables et donc ils vont conserver leur composition jusqu'à maintenant éternellement. Là, je vous ai fait apparaître un T-Rex. Donc on peut très bien imaginer que des atomes qui constituent ce T-Rex, qui a vécu environ il y a 200 millions d'années, peuvent être maintenant présents dans notre corps. Pourquoi? Parce que ces atomes ne vont pas être modifiés et donc par des réactions chimiques, ils vont changer de molécule, on va dire, ou de nature de molécule, mais la présence, la nature de ces atomes, et donc de ces noyaux, ne sera pas modifiée. Que signifie qu'un noyau est instable? Contrairement aux noyaux stables, les noyaux instables ne vont pas conserver éternellement leur composition, ils vont se transformer, on dit qu'ils se désintègrent. Voici un exemple de désintégration, avec ici un noyau de radium-226, c'est donc un noyau instable, qui va tout d'un coup s'agiter. C'est une représentation, bien sûr, c'est pas vraiment la réalité, mais à un moment donné,
il s'agite et il va émettre une petite particule. Ici, c'est une particule alpha. Il y a d'autres types de particules qui sont possibles, à part la particule alpha, c'est ce qu'on appelle les particules bêta. Donc, il va rester plus que le radon 222, c'est-à-dire que la composition du radon 222 plus la composition de la particule alpha donne la composition du noyau de radium 226. Donc, ce noyau de radon 222, c'est un noyau plus stable. Il n'est pas forcément stable, mais on le qualifie de plus stable par rapport au radium 226. La particule alpha et ceci, ce n'est pas de la matière, c'est ce qu'on appelle un rayonnement électromagnétique, précisément un rayonnement gamma. Donc la particule alpha et ce rayon gamma sont appelés les rayonnements accompagnant la désintégration. Maintenant, je vais vous faire apparaître l'équation de cette réaction nucléaire, cette réaction de désintégration. Donc à gauche, vous avez le noyau instable, donc le radium 226, qui est symbolisé ici, avec ici son nombre de nucléons, ça son numéro atomique, qui donne naissance au radon 222, donc c'est lui, avec 86 son numéro atomique et 222 son nombre de nucléons. Et la particule alpha, qui est un noyau d'hélium, avec 4 nucléons, 2 protons et donc 2 neutrons, 82. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que le noyau instable, ou les noyaux instables de manière générale, sont aussi qualifiés de noyaux radioactifs. Peut-on prédire la désintégration d'un noyau radioactif? Alors si je prends un seul noyau, par exemple de carbone 14, il est impossible, donc imprévisible, de prévoir sa date de désintégration. Retenez bien ceci, la désintégration d'un noyau radioactif est un phénomène spontané et aléatoire. Spontané signifie qu'il n'y a rien qui déclenche cette intégration. Et aléatoire, c'est-à-dire que ça peut avoir lieu à tout moment. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on prend un grand nombre de noyaux, représentés ici dans ce seau d'atomes de carbone 14, là, il va exister une théorie, grâce aux statistiques, qui va permettre d'avoir une loi de désintégration de ce grand nombre de noyaux radioactifs. Comment modélise-t-on la désintégration d'une population de noyaux radioactifs? Si le nombre de noyaux qui constitue la population est suffisamment élevé, on obtient ce type de courbe-là. Donc, on représente ce graphique, où là vous avez le nombre de noyaux radioactifs, et là le temps. Donc déjà, on constate en rouge, donc la courbe qui représente le nombre de noyaux radioactifs au cours du temps, ne diminue pas de manière linéaire. Elle indique qu'elle diminue de manière exponentielle, c'est-à-dire qu'au début elle diminue beaucoup, et plus le temps s'écoule, plus la diminution devient de moins en moins importante. Dans ce graphique, ce qui va être important, c'est cette donnée qu'on appelle la période radioactive ou demi-vie, qu'on note grand T, alors c'est un T majuscule, ne pas confondre avec le T minuscule qui sera le temps. Et donc lorsque une période radioactive s'est écoulée, vous voyez, le nombre de noyaux radioactifs a été divisé par 2. On est passé de N0 à N0 sur 2. Et si de nouveau on laisse s'écouler une période radioactive, de nouveau le nombre de noyaux radioactifs initial va être redivisé par 2, donc on sera passé de N0 sur 2 à N0 sur 4, etc. Donc cette période radioactive va être définie ainsi, c'est la durée nécessaire pour que la moitié de noyaux radioactifs se désintègre. La période radioactive est-elle la même quel que soit le noyau? La réponse c'est non. En fait, grâce à ce tableau, vous voyez que chaque type de noyau va avoir une période associée. Donc là, vous voyez différents noyaux qui sont dans le tableau, là, leur symbole associé, et là, leur période. Donc ça va de périodes relativement courtes, environ 8 jours, jusqu'à des périodes très très longues, 14 milliards d'années. Ça correspond, vous vous rappelez, à peu près la date du Big Bang. Je vais prendre juste 2 petits exemples parmi la liste. Le carbone 14, c'est un noyau qui est utilisé pour faire la datation de tout ce qui est vivant, c'est-à-dire qui a vécu, donc que ce soit des végétaux ou des animaux, et à leur mort, le carbone 14 se désintègre et donc on peut ainsi remonter à la date de la mort de l'objet que l'on a à ce moment. Ensuite, l'uranium 138, vous voyez que sa période radioactive, ça correspond environ à la date de la création du système solaire et donc de la Terre. C'est à ce moment-là qu'a été créé aussi l'uranium 238 lors de la supernova de l'étoile qui a donné naissance au système solaire. Imaginons qu'il a été formé, je vais dire un nombre au hasard, 1 milliard de noyaux d'uranium 238 à ce moment-là, lors de la supernova. 4,5 milliards d'années plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, il s'est écoulé une période radioactive et donc il ne me reste plus que la moitié de la population initiale, donc environ 500 millions de noyaux d'uranium 238. Qu'est-ce qu'une réaction nucléaire? Nous venons de voir les intégrations nucléaires, qui sont donc des réactions nucléaires, mais il en existe d'autres que l'on va voir maintenant. Et de manière générale, les réactions nucléaires sont des transformations qui modifient le noyau de l'atome. Les réactions que nous avons maintenant, les réactions de fusion et fission, ne sont pas, contrairement aux intégrations, spontanées.
elles vont être déclenchées par quelque chose. Commençons par la fusion nucléaire. Je vous fais apparaître ici une représentation de la fusion du deutérium et du tritium. Ce sont deux noyaux qui appartiennent à l'élément hydrogène. Vous voyez en rouge, là, ça serait le proton. Là, il y a un seul neutron. Ici, il y a deux neutrons. Donc, ces deux petits noyaux vont se rencontrer et ils vont former de l'hélium. Deux protons et deux neutrons. Il va y avoir une libération d'énergie, souvent par exemple de rayons gamma, et libération d'un neutron. Donc voilà comment on écrit cette réaction de fusion nucléaire. Donc ça c'est le deutérium, ça c'est le tritium, ça c'est l'hélium et ça c'est le neutron. Qu'est-ce qui va déclencher ce type de réaction? En fait c'est plutôt des conditions. Il faut qu'on soit à des conditions de très haute température pour que les deux noyaux de deutérium et de tritium puissent se rapprocher suffisamment l'un de l'autre. Car à température ambiante, on va dire, il y a des forces de répulsion qui empêchent qu'ils se rapprochent pour permettre la fusion. Donc il faut qu'il y ait des très grandes vitesses, donc une très haute température pour que cette réaction ait lieu. Concrètement, ces réactions, pour l'instant, ont essentiellement lieu dans les étoiles. L'homme essaye de les reproduire, c'est ce qu'il fait avec des bombes nucléaires ou alors avec des réacteurs à fusion qui ne sont pas encore au point. Deuxième type de réaction nucléaire, c'est ce qu'on appelle les réactions de fission. Je vous fais apparaître un schéma. On va voir le phénomène inverse de la fusion, où là donc c'est une petite particule, donc un neutron, qui va déclencher la fission de l'uranium 235. Puis ici, vous voyez, il va scinder en deux, donc du barium 141 et du krypton 92, et va libérer 3 neutrons. La réaction de fission peut être écrite ainsi, donc là vous avez le neutron, qui était la particule là, qui déclenche la réaction. Ça c'est le noyau d'uranium 135, qui va donner naissance au barium, au krypton, et va libérer 3 neutrons. Sous l'effet d'un neutron, on peut dire qu'un gros noyau se casse en deux. Et alors ces réactions ont lieu essentiellement dans les réacteurs nucléaires que l'homme a conçus pour produire de l'énergie électrique. Pour conclure, nous allons revenir à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction, et qui était la suivante: comment traiter les déchets radioactifs? En fait, il y avait deux questions. La première était: qu'est-ce qu'un déchet radioactif? Donc là, la réponse est évidente. En fait, c'est un déchet qui contient des noyaux instables. Parce que ces noyaux instables, tôt ou tard, vont se désintégrer. Et donc, émettre un rayonnement peut être nocif pour l'homme. Donc, on doit se protéger de ces déchets radioactifs, donc des rayonnements émis lors de désintégration. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est: que faire des déchets radioactifs? On pourrait d'abord se dire: est-ce que je ne pourrais pas agir physiquement, c'est-à-dire broyer, concasser, filtrer ces déchets afin de les faire disparaître? En fait, la réponse, c'est non. C'est-à-dire qu'un procédé physique ne pourra pas modifier la composition du noyau radioactif, donc instable. Deuxième possibilité, c'est de faire subir des réactions chimiques, une transformation chimique, en imaginant une attaque acide, une combustion à ces déchets. Alors pareil, la réponse là, c'est non. Pourquoi? Parce qu'une réaction chimique va modifier, vous vous rappelez, les électrons de la couche externe de l'atome, mais ne va jamais modifier la composition du noyau. Donc le caractère radioactif d'un noyau instable ne sera pas changé à travers une réaction chimique. Donc, que ce soit un procédé physique ou un procédé chimique, n'aura aucun effet sur le caractère radioactif d'un noyau. Donc les solutions, on peut en recenser deux. La première va consister à stocker ces déchets radioactifs sous terre. Pourquoi doit-on stocker les déchets radioactifs? C'est que naturellement, ces noyaux dits radioactifs vont se désintégrer. Tôt ou tard, on ne peut pas prévoir, mais ils vont se désintégrer. Si on les met sous terre, en fait, on va se protéger du rayonnement émis lors de l'intégration et on va laisser faire le temps, c'est-à-dire que le côté radioactif va disparaître, mais il va falloir attendre. Deuxième possibilité, c'est de modifier par des réactions, cette fois-ci nucléaires, donc pas chimiques, pas physiques, mais nucléaires, le caractère radioactif du noyau. Donc modifier la structure du noyau et pour ça lui faire subir des réactions nucléaires dans un réacteur nucléaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. C'est de toute beauté.